Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents au CMSD pour cette première édition. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et c'est très agréable et je vous en remercie sincèrement, notamment pour les partenaires. Ce matin, alors, on va être deux pour commencer sur cette keynote. Donc moi-même, Grégory Bécu, je suis directeur de l'avant-vente stratégique chez Smile et je suis en charge de l'offre CMS. Domaine, CMS open source sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans, effectivement, et je travaille avec un certain nombre de partenaires et de communautés depuis pas mal d'années. Et donc, je vais essayer justement de vous raconter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de statistiques sur ça. Cette keynote, elle sera en deux parties. Une première partie, justement, qui sera organisée par Patrice Bertrand, directeur général de Smile, qui fera une présentation de l'open source, du modèle économique, de ce que ça apporte. Ensuite, effectivement, en deuxième partie, on aura une synthèse de la pénétration des CMS open source dans les entreprises en France. Voilà. Donc voilà le programme de cette keynote. N'hésitez pas après à rencontrer les partenaires ou à rencontrer Smile si vous avez des questions. Pour la logistique, juste un petit mot, sachez qu'il y a une salle principale ici, donc l'amphi Émile Lafont. Il y a aussi deux salles à l'étage où il y a aussi des conférences qui sont très intéressantes. Alors il n'y a que 50 places dans chaque salle, donc n'hésitez pas à courir vite dans ces salles-là. Après, il y a notamment deux sujets qui sont aussi très intéressants. Tous nos partenaires ont un tour de cou blanc, donc vous ne pouvez pas les louper. Donc ça soit effectivement Jaya, EasyPublish, Spip, Centurion. Je ne vais pas tous les citer, mais n'hésitez pas en tout cas à les solliciter, à les accoster pour discuter un petit peu de CMS. Ils seront ravis de vous répondre. Alors, juste en introduction, en quelques minutes, pourquoi le CMSD? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Smile organise chaque année beaucoup de séminaires. On organise à peu près une cinquantaine de séminaires en France, en province et à l'étranger. Et chaque année, c'est pas loin de 2000 personnes pour lesquelles on présente des solutions open source, les meilleures solutions open source. Et sur certaines thématiques, comme la gestion de contenu open source, les CMS open source, on avait régulièrement 150 personnes présentes à nos séminaires. On faisait régulièrement venir des partenaires et ça avait un succès assez conséquent. C'est pourquoi on a décidé effectivement d'organiser le CMSD. Alors l'idée de base, c'était d'organiser, de réunir en un lieu unique un maximum d'acteurs majeurs de la gestion de contenu. On fera le bilan en fin de journée. En tout cas, là déjà, on a 16-17 partenaires qui sont présents, que vous pouvez rencontrer. Et encore une fois, je vous incite vraiment à aller à leur rencontre. Ils ont plein de choses à vous raconter. Voilà, donc c'est aussi donc un lieu d'échange, de rencontre entre toute la communauté, que ce soit effectivement les intégrateurs, que ce soit les éditeurs, les communautés, que ce soit aussi les clients et puis tout ce qui va autour. Alors n'hésitez pas vraiment à discuter tous ensemble. Alors même s'il n'est pas le temps de faire un premier bilan, quelques chiffres quand même, vous voyez, sur ce qui va vous attendre effectivement aujourd'hui. Donc je citais 16-17 partenaires présents, une vingtaine de conférences, une vingtaine aussi de passages sur le plateau télé que vous pouvez aussi aller consulter. Donc c'est au premier étage. Quand vous sortez de cet amphi ici, vous avez un long escalier qui vous amène effectivement à d'autres partenaires et notamment aussi au plateau télé où tous les sponsors, tous les partenaires vont passer un par un pour présenter leur dernière roadmap et évolution de produits. Donc là encore, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, il y a plus de 40 intervenants aujourd'hui qui vont se succéder sur les tables rondes, sur les présentations, des présentations à mon avis très intéressantes, en tout cas on l'espère dans ce sens. Voilà. Un petit mot de remerciement naturellement pour tous nos partenaires CMS, effectivement, vous les avez tous à l'écran, je les remercie très, très sincèrement parce qu'une journée comme celle-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans ces partenaires. Encore une fois, ils sont à votre disposition, n'hésitez pas à les rencontrer. Je remercie aussi naturellement tous les partenaires médias, puisqu'il y a eu quand même un engouement et puis beaucoup de relais autour de l'événement du CMSD, donc je les remercie aussi très sincèrement.
Et puis naturellement, j'ai aussi une pensée pour toute l'équipe. C'est vrai que chez Smile, nous, on est surtout des spécialistes de l'open source et de l'intégration. Notre métier, c'est pas l'événementiel. Ça a été un challenge que d'organiser un événement comme celui-ci, et ça n'aurait pas été possible, effectivement, sans toute mon équipe. Et je les remercie très chaleureusement. Voilà. On va passer au contenu, au vrai. On démarre avec l'introduction au modèle open source par Patrice Bertrand, directeur général de Smile. Merci. Qu'est-ce que l'open source ? Ce serait un peu long d'en faire une conférence totale sur l'open source, mais disons que la définition que je préfère, c'est la première, une démarche humaniste qui vise à construire un patrimoine de connaissances pour l'humanité. Les connaissances de l'humanité ont une partie croissante, de plus en plus grande, qui est sous forme de logiciels. Et le logiciel de plus en plus régit nos vies. Certains prenaient comme exemple le plus marquant le logiciel qui peut contrôler le pacemaker de certains qui en auront besoin. Eh bien, un pareil logiciel ou un autre logiciel qui dira si vous avez voté pour le candidat A ou le candidat B, ou un logiciel qui dira si votre avion va atterrir sans se crasher. Eh bien, ces logiciels-là, qui de plus en plus vont contrôler nos vies, il y a des raisons de croire qu'on est en droit de savoir ce qu'ils font et de savoir quelles sont les règles qui ont été implémentées dans ces logiciels et est-ce qu'ils ont été codés de manière satisfaisante, suffisamment pour que vous ayez envie de leur confier votre vie. Et plus largement, on peut prendre en référence toute la démarche scientifique de recherche et de construction d'un patrimoine de connaissances pour l'humanité. Et ce patrimoine, qui est le fruit de générations de chercheurs et de développeurs, en l'occurrence, qui se construit de manière cumulative, en couches, selon la formule qu'on applique souvent à la démarche scientifique. Les scientifiques d'aujourd'hui sont des nains sur les épaules des géants de jadis. Eh bien, on pourrait la transposer au domaine du logiciel également, c'est-à-dire que nous ajoutons nous-mêmes notre petite, modeste valeur ajoutée sur des couches de logiciels élaborés par nos prédécesseurs. Et pour que cette démarche puisse se dérouler de cette manière, il est absolument nécessaire que nous ayons accès à ces logiciels qui constituent un patrimoine de base sur lequel nous allons construire. Je ne vais pas m'étendre davantage dans ce domaine, mais c'est, disons, la manière dont j'aime à voir l'open source. Pour autant, il y a d'autres dimensions à l'open source. On y voit dans certains cas une démarche de mutualisation de R&D entre des acteurs économiques et industriels. Il y a des magnifiques exemples. On pourrait dire que Linux soi-même est sans doute le plus bel exemple de mutualisation de R&D, puisque des dizaines de grands acteurs économiques trouvent bénéfice à payer leurs propres développeurs à contribuer au noyau Linux. Et tous ensemble, ces dizaines d'entreprises fabriquent un logiciel à la disposition de tous, à la disposition, encore une fois, sans grandiloquence, on pourrait dire, de l'humanité. L'open source, c'est aussi, et certains ont mis cette dimension-là en avant, des méthodes de développement collaboratif et communautaire qui ont fait leurs preuves. C'était un peu la révolution de l'Open Source Initiative dans les années 80, autour de 98, qui justement mettait en avant cet aspect-là de l'open source, c'est-à-dire la capacité d'un travail communautaire apparemment désorganisé dans certains cas, à produire des logiciels de grande qualité, de grande envergure et de grande qualité. Et puis l'open source, de manière un peu plus terre-à-terre, c'est une manière de gérer les licences des logiciels, et c'est en particulier des droits accordés à l'utilisateur d'un programme, le droit de l'étudier, de le modifier et de le redistribuer. On ne va pas s'étendre davantage ici sur la question des licences, mais elle est bien sûr centrale, fondatrice, on pourrait dire, du logiciel open source, et il y a beaucoup à en dire.
quelques autres points relativement à l'open source. L'open source, est-ce que c'est gratuit? C'est la très vieille question qui vient aux États-Unis, comme c'était free software, et que free, comme tout le monde le sait, est à double sens. On disait, ah mais non, c'est free as in free speech, c'est-à-dire comme libre et non pas comme gratuit. En France, on n'avait pas la même ambiguïté dans les termes, mais néanmoins, on a pensé utile de dire aux gens que libre ne voulait pas dire gratuit. Il est certain que le coût total de possession n'est jamais nul. Néanmoins, on a des bonnes raisons de penser qu'il est toujours moindre. Il n'y a pas grand-chose dans ce monde dont le coût total de possession soit nul. Ce qui est clair, c'est que les développeurs doivent toujours être payés. Exceptionnellement, les développeurs travaillent aussi le soir ou le week-end ou pour... la beauté de la chose, mais quand même, il faut s'imaginer que la plupart des développeurs, en tout cas chez Smile, reçoivent un salaire, et donc il faut construire un modèle économique qui permette de rétribuer les développeurs pour qu'ils continuent à nous apporter ces logiciels de grande qualité et de plus en plus nombreux et de plus en plus riches et de plus en plus complexes. Et énormément d'études ont pu établir que plus de 90% du code des logiciels open source réellement utilisés, je ne parle pas de tous ceux qui dorment sur SourceForge, mais des logiciels réellement utilisés, à 90, pour ne pas dire 98%, c'est du code écrit par des développeurs qui ont été payés pour le faire. Et donc ça pose la question des modèles économiques et en particulier les modèles économiques qui vont assurer une pérennité à tout ça. Pérennité, c'est un mot clé, un mot fondamental quand on réfléchit à ces choix logiciels et la pérennité, c'est à peu près clair qu'elle passe par les modèles économiques qui vont alimenter ce développement. Un mot essentiel sur l'open source encore, la maîtrise des sources. On le dit souvent, mais je pense qu'il est toujours bon de le répéter. Il n'est nul besoin de maîtriser ni même de regarder les sources des programmes. C'est un droit qui est fondateur de l'open source, mais ça n'est en aucune manière un devoir. À une certaine époque, on entendait dire « Ah oui, l'open source, c'est bien sympathique, ça peut être des solutions intéressantes, mais alors, oulala, s'il faut payer des tas de développeurs pour se plonger dans ces milliers de lignes de code avant de pouvoir déployer des programmes open source, ça va nous coûter très cher. » Évidemment non, la plupart des gens sont revenus de ça. Et même on pourrait dire que dans beaucoup de cas, modifier les logiciels serait une assez mauvaise idée. On pourrait les fragiliser, ça demanderait un investissement important, ça poserait des problèmes de compatibilité, de support. Néanmoins, c'est quand même une démarche, la contribution, qui est également fondatrice de l'open source. Et donc, pour ceux qui en auront les moyens, il y a, et on en parlera, des différentes démarches, soit de contribution sur les noyaux, dans une minorité de cas, soit des contributions via les dispositifs d'extension, et j'aurai l'occasion cet après-midi d'animer une table ronde sur ce sujet. Excusez-moi, j'essaie de retrouver le fil de... c'est pas facile. Hein. Alors, avant d'en venir là, c'est un peu dans un ordre que je n'attendais pas. Voilà, c'est par là que je voulais commencer. 10 ans de CMS open source. Ouais, 10 ans de CMS open source. Smile et les CMS et la gestion de contenu open source, c'est une longue histoire d'amour. Je voulais vous en dire 2 mots. 98-2001, disons, pour nous, c'est à peu près les débuts de la gestion de contenu. Et beaucoup d'acteurs, dont Smile, font leur propre CMS. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'on refait N fois les mêmes applications dans lesquelles il y a un peu de contribution là, on republie ce qu'on a contribué à droite. Donc on se dit, on va rendre ça un petit peu générique. Et là, tout le monde est dans cette démarche de rendre ça un petit peu générique. Et nous aussi, on se fait notre petit CMS maison.
Et puis on s'aperçoit un jour qu'il y a des gens qui ont fait ça mieux que nous, ou qui à plus grande échelle, et que finalement c'est un peu idiot de continuer à essayer de faire ça dans son coin, qu'il vaut mieux capitaliser sur les efforts des autres. Vers 2002, pour nous, c'est à peu près là qu'on prend conscience de ça, et qu'on découvre un CMS qui s'appelle Cofax. Et alors c'est très amusant parce que j'ai croisé en arrivant ici une personne du Bureau international des poids et mesures qui est parmi les tout premiers clients pour qui on a déployé Cofax. Alors je peux en parler facilement puisque Cofax n'est pas représenté ici, donc je ne ferai pas de publicité particulière à l'un de ces outils. C'est un CMS Java, très simple, une sorte de SPIP Java, qu'on avait découvert en fouillant sur des sites aux États-Unis, qui avait l'air sympathique, pas mal. Toutes les sources étaient en téléchargement libre. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un petit handicap, c'est que ça utilisait des procédures stockées SQL Server. Alors, ça la foutait mal pour un CMS open source. Et donc, on a pris tout ça, on a réécrit toute la couche d'accès aux données, on a repris en Java tout ce qui était sous SQL Server, et on l'a envoyé aux États-Unis, et les mecs, ils étaient hyper contents. Ils ont dit, ah ben, on a trouvé en France une boîte qui nous a réécrit un bon tiers de notre CMS, c'est génial, c'est l'open source, c'est magique. Et puis, on a pu déployer Cofax chez pas mal de clients en France. Le CEA a fait plusieurs de ces sites en Cofax dans ces années-là, égide d'un établissement, et puis le Bureau international des poids et mesures, dont la personne présente aujourd'hui me disait qu'il tournait encore aujourd'hui. Donc 10 ans après, Cofax, ça m'a fait plaisir de le savoir, rend encore de bons et loyaux services au Bureau international des poids et mesures. Et en même temps, cette personne était venue quand même aujourd'hui pour chercher un successeur possible à Cofax. Donc, messieurs les sponsors et autres partenaires, vous avez un client au moins dans la salle. Ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque, justement, je parlais de faut-il modifier les sources ou non. À cette époque, on y allait franco, nous, c'était open source, on reprenait les trucs, on réécrivait la moitié. Quand un client nous demandait un truc un peu bizarre, on lui disait « Oh, bah, il n'y a pas de problème, c'est de l'open source, on va vous réécrire tout ça ». Et puis quand même, petit à petit, on s'est aperçu que ce n'était pas toujours une bonne idée de réécrire des morceaux de CMS open source. Et heureusement, les éditeurs eux-mêmes ont compris qu'il y avait besoin de faire cohabiter à la fois un noyau et puis la possibilité d'ajouter et de contribuer sans forcément déstabiliser ou intervenir sur le noyau. À cette époque aussi, et c'est pour ça que je vais en dire quelques mots, les éditeurs eux-mêmes cherchaient un peu leur modèle, et il y a eu une époque où beaucoup d'éditeurs d'aujourd'hui qui ont fait leur début dans ces premières années étaient un peu à cheval entre éditeurs et intégrateurs. Et nous, d'une certaine manière, avec Cofax, on était à moitié éditeur aussi. Et petit à petit, chacun a pris sa place. Et nous, chez Smile, on a résolu assez rapidement qu'on serait concentré sur notre métier d'intégrateur en essayant de bien connaître les produits du marché. Oscom Zurich, c'était amusant parce qu'on était invité à une conférence qui était une sorte de CMSD de l'époque à Zurich, qui avait eu lieu déjà quelques années. Moi, j'y suis allé en 2002 pour présenter Cofax, et puis j'y suis retourné en 2004 pour présenter un panorama plus large des CMS open source, un panorama qui a donné lieu au livre blanc de Smile, le premier livre blanc sur les CMS open source que j'ai rédigé en 2005, et depuis quelques années plus tard, j'ai passé la main à Grégory qui en a fait les dernières versions. On a vu, je vais aller un peu plus vite, 2006-2008, une phase rouleau compresseur des CMS open source, c'est-à-dire qu'autant de 2002 à 2005-2006, on avait l'impression d'être vraiment dans une démarche de conquête dure où il fallait argumenter sérieusement auprès de DSI, de clients d'importance, pour leur expliquer que l'open source, c'était pas que pour des pionniers, mais que ça pouvait aussi être extrêmement sérieux et leur apporter une valeur ajoutée qu'ils ne trouveraient pas ailleurs.
Autant à partir de 2006-2008, en particulier les grands noms de la presse ont adopté massivement les CMS open source. Ça a été des années assez fastes pour Smile, puisqu'on était aux avant-postes. Et beaucoup de groupes de presse redécouvraient l'Internet qu'ils avaient un peu abandonné en 2002 avec l'éclatement de la bulle, redécouvraient l'Internet et quasiment tous sur des CMS open source. Et puis partant de là, des grandes entreprises, par exemple, c'est à peu près vers ces années-là, 2006-2008, qu'on a commencé à déployer certains CMS open source dans des granrs groupes comme Bouygues Télécom, par exemple, et quelques autres. Et puis, je dirais, dans ces 3 dernières années, on peut dire que c'est devenu la norme. Il n'y a plus beaucoup de personnes sur la place qui aient des CMS qui ne soient pas open source. Alors, je vais revenir, excusez-moi pour le zapping, je vais revenir ici. Pourquoi l'open source s'est imposé dans le domaine de la gestion de contenu ? Des produits qui étaient très rapidement endurcis par des dizaines de milliers d'utilisations, c'est-à-dire que véritablement il y a un gap, un facteur, comment on dit, un quantum leap entre les CMS propriétaires qui sont assez contents quand ils atteignent la centaine, les quelques centaines de références, ça leur fait déjà des revenus dont ils sont très contents, et puis les CMS open source qui sont facilement à quelques milliers, parfois quelques dizaines de milliers, parfois quelques centaines de milliers de déploiements. Et ça ne fait pas juste plaisir aux développeurs, ça fait une différence énorme parce que en quelques semaines, ces dizaines de milliers de déploiements ont remonté, ont endurci le produit. Ça crée également une dynamique de développement qui est très supérieure, en particulier justement par les contributions externes, avec un développement soit totalement collaboratif, soit semi-collaboratif dans un mode noyau-extension. On en parlera plus tard. Ils sont souvent plus respectueux des standards, par exemple d'accessibilité, mais également ils sont plus rapides à adopter XHTML, HTML5, etc. Ils sont souvent plus en phase avec les tendances les plus récentes, le social, etc. Et souvent ont également des atouts en matière de flexibilité et de... Excusez-moi. Et dans l'open source, encore un petit mot. Je passe la parole à Grégory rapidement. On a 2 parfums d'open source. On peut distinguer des produits de fondation et de communauté et des produits d'éditeurs. Leur point commun, c'est d'avoir une licence open source. Les licences open source, c'est très clairement défini. On ne peut pas être plus ou moins open source. Open source, on l'est ou on ne l'est pas. Et c'est important, c'est-à-dire que les gens qui étaient les fondateurs du mouvement, que ce soit le logiciel libre avec Richard Stallman dans les années 80 ou l'Open Source Initiative vers fin des années 90, dans un cas comme dans l'autre, ils étaient très attachés à ce qu'on ne puisse pas se réclamer plus ou moins pas loin d'être open source. Non, c'est oui ou c'est non, et donc il y a des règles très précises qui font qu'une licence est open source ou ne l'est pas. Et donc les acteurs ont en commun, qu'ils soient des fondations, des communautés ou des éditeurs, disons, à but lucratif, on pourrait dire, ont en commun que leur produit est en tout ou partie sous des licences open source. Néanmoins, réellement, ça donne des modèles assez différents, pas juste en termes économiques, mais en termes de démarche de développement, de modalités de support, d'analyse de la pérennité, et puis y compris en termes de modèles économiques. Et les uns, comme les autres, peuvent être de bonnes solutions pour vous tous, mais qui sont à analyser de manière assez différente. En tout cas, nous, on était assez sensibles à ce que les uns et les autres soient représentés ici. Un petit mot pour dire plus largement, pour sortir cette fois-ci du domaine de la gestion de contenu. La gestion de contenu avec infrastructure, système, peut-être un peu après d'ailleurs. On pourrait commencer par l'infrastructure avec Linux, mais Linux, Apache, tout ça, mais aussi
les DNS, enfin toute l'infrastructure de l'Internet et du World Wide Web repose sur de l'open source. Ça fait très longtemps qu'on le sait, c'était à l'avant-garde. Mais ensuite, parmi les domaines un peu plus applicatifs ou client-facing, on dit en anglais, le CMS était aux avant-postes, à l'avant-garde de la pénétration de l'open source en entreprise. Et donc c'est intéressant de s'intéresser, de regarder un peu qu'est-ce qu'il en est des autres sujets. Très rapidement, hein, je ne vais pas vous faire tout le baratin qui est à droite, mais on a mis 3 colonnes, là, des grandes, moyennes et petites entreprises. Curieusement, c'est souvent les grandes entreprises qui déploient davantage d'infrastructures open source. Les PME, elles vont acheter leur serveur Windows à la FNAC. Voilà. En termes de développement et de framework, là, je dirais, c'est presque de plus en plus unanime qu'on développe. Alors, sauf, bon, il y a l'univers du développement Microsoft qui reste une sorte enfin, un gros village gaulois, un très gros village, une ville gauloise, mais enfin pas très gauloise d'ailleurs, mais bon. Toujours est-il que partout ailleurs, l'open source a gagné le monde du développement et des frameworks. La gestion de contenu, où là je dirais au contraire on a commencé par les petits, nous on a vécu cette histoire, puis les moyens, et puis, mais ça fait déjà quelques années qu'on a conquis la gestion de contenu, y compris chez les grandes entreprises. Dans le décisionnel, on peut dire globalement, les petites entreprises, elles ne font pas de décisionnel, ça se réduit à un tableur Excel, hein, leur décisionnel. Et c'est surtout dans les moyennes que le décisionnel open source a fait ses premières avancées et puis qui gagne petit à petit des positions également dans les grandes, mais doucement quand même. La GED ECM, c'est pareil. Les petites entreprises, c'est un serveur de fichiers, leur GED. Et puis, on commence à attaquer les plus grandes aujourd'hui. Les ERP, on est tout à fait au début. Alors là, au contraire, je dirais, les petites entreprises sont intéressées par les ERP open source. Elles n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour faire des déploiements sérieux. Donc c'est plutôt dans les moyennes qu'on trouve les premiers adoptants d'ERP open source. Et puis là, les grandes entreprises, pour le coup, c'est chasse gardée de SAP et de quelques autres. Et puis dans le e-commerce, qui suit de très près la gestion de contenu. Nous, pour vous situer, dans les années 2008, par là, 7-8, la gestion de contenu a représenté, ou 6, allez, 6, a représenté jusqu'à 50% du chiffre d'affaires de Smile. Et cette année, bien que le volume ait augmenté, d'autres offres sont apparues. Et cette année, je dirais que c'est autour de 30% sur de la gestion de contenu et environ 20% sur du e-commerce. Et puis les 50% restants sont répartis sur pas mal d'autres choses. Et le e-commerce open source, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais est aussi dans la phase d'explosion qu'on a connue pour la gestion de contenu il y a quelques années. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à Grégory pour la suite. Alors, tu avais juste un mot à dire sur l'Open Forum. Je le fais pour toi, c'est comme tu veux. Oh, je vais le faire, ouais. Je te remercie, je ne savais pas que c'était à ce moment. L'Open World Forum, il se trouve, je suis également président d'un groupement d'associations qui s'appelle le Conseil national du logiciel libre, qui réunit des associations régionales d'acteurs du logiciel libre et qui est un des organisateurs, mais Smile l'est aussi en son nom propre, l'un des organisateurs d'un événement qui se tient en octobre, principalement 11 et 12 octobre, à Paris, vers l'avenue Georges V, Open World Forum, qui réunit des tracts très divers sur à la fois à l'articulation de l'informatique, l'IT, et puis de démarches d'ouverture plus largement, c'est-à-dire à l'articulation de l'IT et du sociétal, on pourrait dire, autour des notions d'ouverture et de liberté qui sont conjointes. Et donc, je vous invite à inscrire ça dans vos agendas, si vous les avez sur vous. Merci. Bien. On repart sur les CMS open source, on va en discuter un petit peu. Alors sur cette keynote, en fait, on voulait vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée chez Smile sur la pénétration des CMS open source en entreprise en France.
Alors en fait, la question qu'on s'est posée, tout le monde, on a tous accès à des statistiques effectivement sur les CMS, combien de parts de marché ça représente, etc. Il y a même des études qui existent pour ça, mais nous c'est vrai qu'on voulait avoir la réponse à quelle est la vraie pénétration des CMS open source en France en entreprise. Alors on s'est lancé effectivement dans une enquête et on voulait notamment savoir si la taille de l'entreprise, sa localisation, donc c'est-à-dire la France, qui est un pays particulier par rapport à l'open source, avait une incidence sur les choix de l'entreprise en matière de CMS. Alors vous me direz, il existe déjà un certain nombre d'enquêtes. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous recommande celle de Water & Stone, qui est très intéressante, très bien faite également. Pour autant, il y avait trois bémols, ce qui nous a fait se lancer dans cette enquête. C'est que, d'une part, c'est une enquête qui était internationale, qui n'était pas propre à un pays. Encore une fois, la France, c'est un marché particulier sur l'open source. On peut dire à l'échelle internationale qu'on est vraiment leader quasiment sur l'open source. En tout cas, c'est un pays qui est très très actif sur ce domaine-là. Cette enquête était ouverte à tous. Et donc ainsi, par exemple, on a vu que Joomla passait de 40% à moins de 20% en termes d'installation sur les graphiques. Donc perdre 20% une année, c'est pas possible. Eux-mêmes l'expliquaient parce qu'il y avait une très forte mobilisation de la communauté, donc c'était une enquête ouverte, et donc ça faussait les résultats. Et puis le dernier point, c'est qu'elle visait quand même peu les grandes entreprises, ou en tout cas les entreprises. Il y avait beaucoup de particuliers qui avaient voté, et donc c'était un peu représentatif en tout cas de la pénétration des CMS open source en entreprise. Voilà. Alors du coup, on a mené l'enquête et on a lancé donc une grande enquête autour des CMS open source. Alors, on a commencé par présélectionner 20 CMS. Alors, ça n'a pas été facile parce que forcément, il faut en laisser certains sur le bord de la route. Je suis sûr qu'il y a un certain nombre qui seront dans cette enquête l'année prochaine. En tout cas, on a fait un travail sérieux. On a regardé toutes les enquêtes à l'international. On a regardé nos propres statistiques. Et on a sélectionné effectivement les meilleurs CMS, ceux qui étaient les plus présents, les plus importants, mais pas qu'en France, aussi à l'étranger. Un CMS comme par exemple Concrete5 est très très présent par exemple aux États-Unis. On verra qu'en France, il n'est pas très reconnu encore. Voilà, on a créé une enquête de 18 questions, on a ciblé les entreprises, je passe. Et les résultats ? Alors les résultats, plus de 1100 résultats, donc c'est quand même une enquête significative. On peut imaginer que effectivement c'est représentatif. Un pourcentage de grandes et de moyennes entreprises qui est quand même très significatif. Plus de 21% effectivement de grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 1000 salariés, ont répondu. Et puis en termes de répartition de profils, on avait des choses assez équitables entre managers, techniciens, gens du métier, etc. Alors, le premier enseignement, déjà, la première question qu'on a posée, c'est quelles sont les attentes fonctionnelles que vous avez ? C'est-à-dire, vous allez prendre un CMS open source ou un CMS tout court, quels sont les points que vous attendez les plus, effectivement, d'un CMS ? Alors, le premier point, séparation du fond de la forme. C'est pas vraiment étonnant parce que ça fait partie des concepts fondamentaux de la gestion de contenu, et puis année après année on voit bien que les gens sont de plus en plus mûrs et donc ont bien ce concept-là de séparation fond-forme, d'avoir une charte graphique qui est différent du contenu, d'avoir la possibilité de faire du multicanal, etc., etc. Alors je vais rentrer dans le détail, j'ai fait la synthèse ici des points forts et des points faibles de cette enquête pour que vous puissiez mieux voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en deuxième position arrive la qualité de l'interface graphique. Alors autant les CMS open source, les premiers étaient très techniques, les interfaces étaient assez austères. En ce moment, il y a un vrai travail sur l'ergonomie. On félicite tous les partenaires, tous les CMS, ça va vraiment dans le bon sens. Et on voit que ça va dans le sens des attentes utilisateurs, puisque 41% des gens ont demandé effectivement une qualité d'interface de gestion. Voilà. Plugin extensibilité, quand même 36%. Patrice en parlera tout à l'heure autour d'une table ronde. Contenu structuré, 35%. Souplesse des gabarits, qui fait l'objet aussi d'une table ronde ici sur scène, 35%. La possibilité de modifier facilement ses gabarits, etc. Performance, 22%. De l'autre côté de l'échelle, alors syndication, 3%. Je ne suis pas très, très étonné, mais aujourd'hui, quasiment plus personne n'utilise les flux RSS, etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est très, très demandé. Par contre, très étonnant, dimension multicanal.
Il y aura dans 2 conférences une table ronde sur la mobilité qui va être très très intéressante parce que les partenaires ont beaucoup de choses à raconter. C'est un axe fort quand même de la roadmap des CMS. Et là, étonnamment, que 4% des gens ont répondu que cet aspect était important. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu à la traîne sur la mobilité. On est vraiment, par rapport à d'autres pays, on discutait, on a eu des rencontres avec des partenaires il n'y a pas longtemps, et on voit bien que sur d'autres marchés, les marchés anglo-saxons par exemple, ils sont beaucoup plus actifs. Et en France, on a effectivement un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas à regarder la table ronde, ça doit être tout à l'heure en fin de matinée. Accessibilité, malheureusement, 9%. C'est dommage parce que c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit. Il y aura aussi une très bonne table ronde qui va être animée par Kélios à l'étage. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil parce que les CMS open source sont bien avancés sur cette thématique-là. Voilà, je passe, le temps passe vite. On a posé la question de la popularité. Quel est le CMS, les CMS que vous connaissez le plus? Alors là, on voit vraiment une séparation entre les 6 premiers. Joomla, très connu, plus de 90% des gens ont dit qu'ils connaissaient. Drupal aussi, WordPress. Excellent résultat pour SPIP, notre CMS français. En tout cas, maintenant, il n'est plus tout seul, parce que vous allez pouvoir aussi rencontrer Amétis, Centurion, mais en tout cas, notre premier vrai CMS français, donc 4e, Typo 3, 5e, Easy Publish, puis après on voit Jaya, CMS Made Simple, etc. Pas mal de CMS que vous pourrez rencontrer au cours de la journée. Alors, ça fait un peu moins plaisir, mais on a posé aussi l'avis. Qu'est-ce que vous pensez des CMS? Est-ce que vous pensez que c'est positif? Est-ce que vous pensez que c'est négatif? Ou est-ce que vous êtes neutre sur l'avis? Alors, on voit que WordPress, qui est un CMS qui décolle beaucoup, à la base c'est un outil de blog, a d'excellents résultats. Drupal aussi. Joomla, effectivement, d'excellents résultats aussi, mais par contre, un taux de retour négatif un peu plus important. Alors, ils ont fait aussi beaucoup de progrès, des nouvelles versions sont sorties, la 2.5, j'entends parler de la 3. Il y a des représentants de Joomla ici, donc je pense qu'ils auront à cœur de vous prouver effectivement que c'est un très bon CMS. Voilà, ici aussi, SPIP, malheureusement, a un petit peu trop d'avis négatifs, mais là, je pense que vous êtes là aussi, vous êtes mobilisés pour prouver à tout le monde que vous pouvez lever la main, comme ça tout le monde vous voit, que ça a bien évolué. D'ailleurs, une très belle version 3. Je pense que beaucoup de gens sont unanimes pour dire que c'est un renouveau de SPIP, et donc on est très content de cette bonne nouvelle. On a posé aussi la question, quel est votre CMS préféré? Alors ça se rejoint un petit peu tout ça, mais n'empêche que Drupal et Joomla ressortent quand même très, très largement. Alors pour autant, il n'y a pas d'hégémonie, puisque 20% c'est un excellent résultat, mais il y a encore de la place pour les autres. Une slide sur la demande à venir. Alors je vais expliquer, demande à venir, en fait on a posé la question, quels sont les CMS que vous voulez tester, évaluer, quels sont ceux qui vous intéressent? Et là, effectivement, c'est un autre point de vue, puisqu'on ne parle pas de l'existant, on parle vraiment de la demande à venir du futur. Alors, on voit bien l'excellente trend de Drupal. Vous avez pas mal de gens d'Acquia qui sont présents aujourd'hui, donc qui pourront vous parler de Drupal. Jaya, 2e position. Alors Jaya a sorti une très belle version 6.5, 6.6, et donc c'est vrai que ça a généré beaucoup d'engouement, et donc là, pas étonné de les voir en 2e position. Ni Easy Publish, ni Liferay, ni Typo 3, voilà. En tout cas, pas mal de demandes à venir sur ces beaux produits. Question aussi intéressante, on a posé la question ouverte, est-ce que comment trouvez-vous l'évolution des CMS open source? Est-ce que vous pensez que ça évolue dans le bon sens? Et là, donc, résultat très intéressant, 97% des votants ont jugé ça positif ou neutre. Si on regarde que les positifs, c'est 78%. Et les négatifs, il faut en parler, 3%. Donc cela nous intéresse aussi beaucoup. Si vous avez des retours négatifs, on est preneur. On veut bien faire passer ça aussi aux communautés, aux partenaires. En tout cas, il faut retenir quand même 97% sur les 2 dernières années, évolution technique et fonctionnelle, positif ou neutre. C'est un très très bon résultat. Merci. Voilà, si vous êtes intéressé par cette enquête, sachez que sur le petit stand de Smile, il y a le livre blanc qui est disponible. Ça fait une 50aine de pages avec les résultats détaillés. N'hésitez pas à passer le prendre juste après. Voilà.
Alors une petite slide quand même sur un contexte politique, on est en plein dedans, donc est-ce que nos politiques sont open? Alors je reprends une petite enquête que Silicon de mémoire avait publiée. Voilà, en fait c'est un peu tard, mais en tout cas l'élection présidentielle est passée, mais ce sont les CMS qu'ont utilisé effectivement nos candidats à l'élection présidentielle. Et donc, vous voyez un certain nombre de résultats. Une forte présence pour WordPress, quand même. Forte présence, notamment l'extrême gauche pour SPIP. Donc, je pense que c'est le côté francophone. Félicitations. Voilà, du Drupal aussi. OpenCMS pour François Bayrou. Et vous voyez, François Hollande, pour lequel on a reproché son manque d'expérience à l'international, a choisi de mémoire un CMS australien. Donc, vous voyez, comme quoi... En tout cas, que de l'open source, et donc ça, c'est quand même représentant de ce que disait Patrice tout à l'heure, c'est-à-dire que autant, c'est vrai, l'open source, c'est pas encore dominant sur tous les secteurs d'activité de l'entreprise, ça serait mentir, autant sur les CMS, il y a vraiment une dominance très très forte de l'open source, et on a des produits vraiment de très très grande qualité que je vous invite à découvrir. Voilà, place donc maintenant aux tables rondes et puis aux conférences. Donc toute la journée, on va se succéder effectivement sur cet amphi et puis dans les étages pour des conférences, pour des tables rondes. Vous avez aussi tous les partenaires à rencontrer, ceux qui ont des stands et ceux qui n'ont pas de stand. En tout cas, ils ont tous des cordons blancs, donc n'hésitez pas. Je vois là-bas Lutèce, je vois Spip, n'hésitez pas. Et je vois aussi Typo 3, n'hésitez pas à les rencontrer, discuter. C'est vraiment un lieu d'échange aujourd'hui. Voilà, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à passer par Twitter avec le tag CMSD ou à nous envoyer un petit mail. On sera preneur de toutes vos remarques. Encore merci de votre présence sur cette journée. J'espère que vous passerez une très très bonne journée.